Bonjour et bienvenue à ce point de presse du 30 juillet. Avant de prendre vos questions, voici quelques communications. Tout d'abord, quelques bonnes nouvelles pour nos amis ukrainiens. Aujourd'hui, la Commission a décaissé 3,47 milliards supplémentaires en faveur de l'Ukraine au titre du volet défense du prêt en faveur de l'Ukraine. Il s'agit de répondre aux besoins militaires les plus urgents de l'Ukraine, des drones, des missiles, des avions de chasse pour pouvoir se défendre contre la guerre d'agression de la Russie. Ceci fait partie du prêt de 90 milliards qui avait été prévu pour 2026 et 2027. En juin et juillet, un total de 5 milliards ont déjà été décaissés en faveur de l'Ukraine au titre du volet défense et 3,2 milliards au titre de l'assistance financière afin de garantir le fonctionnement de base de l'État. Donc, le message est clair. Les frappes russes viennent renforcer la détermination de l'Ukraine de rester libre et notre détermination à être aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que possible. Les frappes d'hier soir montrent combien notre soutien indéfectible à l'Ukraine est nécessaire. Je vais maintenant demander à Thomas de dire quelques mots à propos de nos efforts en vue de faire de l'Europe le continent de l'IA. Donc, nous allons lancer un appel pour construire 7 gigafactories en Europe. Il s'agit du plus grand partenariat public-privé afin d'utiliser 30 milliards d'investissements. Alors, pourquoi? Parce que l'Europe veut devenir le premier continent de l'IA. Avec ces gigafactories, nous aurons la puissance de calcul nécessaire. L'Europe veut être le premier continent pour l'IA et nous voulons que nos start-up, nos PME, nos secteurs, les chercheurs et les autorités publiques disposent des infrastructures pour créer les modèles les plus avancés pour les soins de santé, les transports, l'énergie, par exemple. Et ceci contribuera aussi à notre volonté de souveraineté technologique. Ce que nous voulons, c'est une IA qui est développée ici en Europe par des entreprises européennes, par des chercheurs qui respectent les règles et les valeurs européennes. L'appel est ouvert jusqu'au 12 novembre et vous aurez d'autres informations dans les documents diffusés. Merci Thomas. Alors j'enchaîne. Je voulais revenir un instant et exprimer notre solidarité avec le Japon après le dernier séisme horrible. Madame la présidente von der Leyen a envoyé un message sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi associé le Japon à notre programme Horizon Europe. C'est ce que vous retrouverez dans le matériel de presse pour aujourd'hui. Donc voilà, je voudrais donc savoir maintenant si vous avez des questions. Tatiana Wysocka, European Pravda Ukraine. My question is, of course, about the disbursement. À propos des 3,47 milliards qui ont été décaissés aujourd'hui, Balázs n'est pas là, mais je voudrais vérifier une chose. Est-ce que tout ce qui concerne les avions de chasse seront couverts? Je pense que l'Ukraine veut consacrer 2,5 milliards à l'achat de ces nouveaux avions de chasse. Est-ce que c'est couvert par cette tranche ou est-ce que ce ne sera qu'une partie permettant de couvrir les besoins de l'Ukraine? Est-ce que vous pourriez être plus précis et nous donner la ventilation de ce montant? Évidemment, j'aurais encore beaucoup d'autres questions à vous poser. Balázs. Effectivement, aujourd'hui est un jour important. 8,5 milliards d'euros ont été décaissés au titre du volet défense. 5 milliards avaient déjà été consacrés aux drones, 3,5 cette fois-ci pour les avions de chasse Gripen dont vous parliez.
Donc, le gros des besoins sera couvert par ce décaissement. Le président avait annoncé 10 milliards pour cette deuxième tranche, mais ces 3,5 milliards font partie de cette tranche de 10 milliards. Aujourd'hui, il s'agit donc de répondre à l'engagement qui avait été pris par la présidente. Oui, ce sera chargé. Il n'y aura pas vraiment de congé d'été pour la Commission et l'Ukraine. Nous allons examiner les demandes et d'autres décaissements sont prévus dans les prochaines semaines et mois. 28 milliards pour la défense. Pour cette année, on est à 8,5. Vous voyez que nous avons encore du travail cet été et l'automne. Voilà. Bien. Est-ce que vous auriez d'autres questions concernant ce décaissement important en faveur de l'Ukraine? Pas d'autres questions? Autre chose, mais pour Balázs, puisqu'il est connecté. Pour Balázs, Christiane. Thanks, Ariana. Christiana with Ends Europe. So it's a follow-up on my question by email that I sent Je vous ai posé une question par email sur la procédure de révision pour le pesticide méthylène. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le secrétariat général aura procédé à la révision totale au titre de l'article correspondant? Ça, c'est vraiment pointu comme question. Je ne sais pas si Balázs a la réponse. Balázs disappeared. Is it for Balázs? Ah, voilà, il a disparu. Actually, can you hear me? Yeah, now we hear you. It doesn't sound like it's a question for me, but I can confirm Je... that we got your question. Christiane, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons reçu votre question. On va y répondre, si ce n'est pas moi, mais on y répondra dans le courant de l'après-midi. Donc, voilà. Christiane, vous avez encore une autre question, mais j'imagine que ce n'est plus pour Balázs. C'est sans doute pour Eva, mais c'est de questions plus administratives. J'attends donc votre réponse. Vous ne pouvez pas me dire si le secrétariat général a terminé la révision, mais j'ai reçu comme réponse qu'il n'y avait aucun document associé à ceci. Mais j'ai aussi vu un document comme quoi il y aurait eu une adoption. Je comprends que vous ne puissiez donner aucun détail, mais vu qu'il y a là quand même une contradiction dans ce que disent ces documents, pourriez-vous revenir sur ce que ceci peut susciter, puisque d'une part le secrétariat dit ne pas avoir procédé à cette révision, un autre document dit l'inverse. Est-ce que vous ne craignez pas une certaine confusion? Donc, de deux choses l'une. Christian, la question. Mais c'est compliqué. Vu qu'il y a cette contradiction dans le contenu de ces documents, craignez-vous que la transparence exigée dans la transmission de documents est mise à mal? L'opinion publique pourrait avoir l'impression... Comment dire, je me suis un peu perdue. Non, n'ayez aucune crainte en termes de transparence. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette affaire, je ne les connais pas, je n'ai pas reçu cette demande, je ne sais pas, je ne sais rien des documents dont vous parlez, si c'est un dossier qui relève d'Eva, Anna Kaiser, qui remplace Eva,
pourra jeter un œil à votre demande et on reprend contact au plus vite. Je n'ai pas eu connaissance de cet échange avec le secrétaire général. Si ils vous ont répondu directement, c'est que c'est un problème d'accès aux documents et donc j'imagine que les conditions ont été respectées puisque c'est assez standard. Mais je ne connais vraiment pas les détails de ce dossier. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème en termes d'accès aux documents qu'il n'y a pas de documents. Il faut voir si ces demandes répondent à des conditions particulières. Mais donc, je répète, nous sommes totalement transparents, pas de crainte à avoir. Yes, go ahead. Hello, Arianna. Thank you for the floor. It's Maria Psara with Cyprus Public TV RIC. It's a question on Cyprus. Question concernant la question chypriote. Alors, je ne sais pas si l'interlocuteur est présent. Hier, le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a indiqué qu'il allait convoquer une réunion 5+1 sur la question chypriote. J'aimerais, dans un premier temps, entendre les réactions de la Commission européenne. Maciej. Yes, good afternoon, colleagues. Can you hear me? Chers collègues, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Alors, vous tremblotez un peu à l'écran. Okay. Well, let's try. Voyons voir. Maria, merci de cette question. As you know, the EU is Comme vous le savez, l'Union the reunification of s'engage en faveur de la réunification de Chypre, fédération bizone, bicommune, sur base de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et conformément aux principes de la législation européenne. Alors, pour répondre à votre question précise, nous sommes disposés à intervenir dans ce processus grâce à tous les moyens, les outils à notre disposition et dans un tel contexte, le 13 juillet, a désigné le vice-président exécutif Raffaele Fitto en tant que représentant spécial de la Commission. Le vice-président exécutif contribuera en coopération étroite avec le secrétaire général des Nations Unies et son envoyé, Maria Angela Holguin. Il sera en contact avec toutes les autres parties prenantes, tous les autres interlocuteurs pour une reprise des négociations pour en arriver à une solution durable pour l'ensemble de Chypre. Le vice-président Fitto va se rendre à Chypre demain dans sa nouvelle fonction de représentant de l'Union. Question de suivi. L'Union ne fait pas partie de cette réunion élargie convoquée par le secrétaire général des Nations Unies. Alors, la procédure est créative. Est-ce que vous pensez qu'il y aura sous peu une résolution de la question chypriote? Maciej? Can you hear me? Yeah. Yes, thank you, Maria. Maciej, merci Maria, merci de cette question suivie. Alors, je l'ai dit, nous sommes engagés en faveur de la réunification de Chypre. Cela a été dit à de nombreuses reprises. S'agissant de la réunion précise, je l'ai dit, nous sommes tout à fait disposés à participer au processus avec tous les outils à notre disposition et nous sommes prêts également à participer à toute autre réunion qui pourrait se révéler utile. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur ce dossier ou sur d'autres dossiers qui relèvent du portefeuille de Maciej? Je vous en prie. Hi, it's Shandor from Euronews. It's about the administrative and legislative work. Le travail administratif et législatif de l'Assemblée hongroise sur les jalons de la FRR. Si j'ai bien compris, l'échéance est la fin août pour l'évaluation, mais j'aimerais savoir comment vous percevez le travail de cette Assemblée hongroise. Est-ce que les jalons vont pouvoir être concrétisés ou est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Et puis,
Alors, peut-être que là, cela ne relève pas du portefeuille de Maciej, mais j'aimerais savoir quel est le statut des discussions entre la Hongrie et la Commission s'agissant de l'astreinte de 1 million d'euros pour les questions migratoires, 1 million d'euros par jour. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont on pourrait régler cette problématique? Pour le volet migratoire, c'est Guillaume qui répondra, donc on va lui donner la parole dans un instant. Maciej, réponse à la première question, mais les choses sont en cours. Alors bien entendu, l'on est en contact avec les États membres, mais on n'en parle pas nécessairement ici en salle de presse. Maciej. Merci Sandor et Ariana. Alors en effet, la procédure est en cours. Comme vous l'avez dit, Sandor, la Hongrie doit concrétiser tous les jalons du nouveau plan de relance d'ici à fin août. Nous allons voir si ces objectifs et jalons ont été remplis lors de la présentation des demandes de financement en septembre. Dans l'intervalle, bien entendu, nous sommes en contact étroit avec les États membres et notamment la Hongrie et nous suivons tout ce qui se fait en matière de relance. Mais je l'ai dit, notre évaluation formelle, elle ne se fera qu'une fois que la demande de paiement nous sera parvenue. Merci. Y a-t-il d'autres questions à l'adresse de Maciej? Cela n'est pas le cas. Alors peut-être que l'on pourrait demander à Guillaume de nous rejoindre. A-t-il des éléments de réponse? J'imagine que l'on est en contact avec nos partenaires hongrois, on coopère, mais on n'a pas nécessairement d'informations à vous fournir ici et maintenant. Le cas échéant, Guillaume reprendra contact avec vous. Il va procéder à des vérifications. Je vous en prie. Hello, Ariana. I have a question in the intersection between wildfires and sanctions. Question qui est à la limite entre les incendies et les sanctions. Les incendies en Espagne montrent que l'Espagne n'est pas en mesure de maintenir 8 hélicoptères de la marque Kamov. Des hélicoptères sont russes. Et donc, la société qui était en charge est sur la liste noire des sanctions. Est-ce que la Commission est voit ce lien entre les sanctions et l'incapacité de l'Espagne à assurer la maintenance de ces hélicoptères? Alors, le contexte pour les sanctions. Les sanctions visent à mettre une pression maximum sur la Russie en limitant les importations qui pourraient générer des recettes pour la Russie. Alors, vous évoquez une situation particulière, nous n'avons guère d'informations. Une chose cependant est claire, les sanctions concernant cet acteur sont d'application depuis octobre 2022 et il s'agit surtout des pièces d'avions et d'hélicoptères qui sont en jeu. Et les recettes que la Russie tire de ces exportations sont importantes. Évidemment, ces sanctions ont été adoptées à l'unanimité au Conseil. Je l'ai déjà dit, les États membres sont responsables de la mise en œuvre des sanctions, donc veuillez contacter les autorités nationales pour obtenir des précisions sur la question que vous posez. Jorge, autre question? Donc, vous êtes toujours en train d'étudier la situation qui a fait l'objet d'articles dans la presse espagnole depuis 2024. Mais pensez-vous qu'une solution puisse intervenir entre vous et le gouvernement espagnol, ou pensez-vous que c'est un dossier clos dans la mesure où les sanctions ont été adoptées à l'unanimité? Je rappelle, je redis ce que j'ai dit, ces sanctions sont d'application depuis octobre 2022, ce n'est donc pas une nouvelle mesure et de ce que je sais, d'après les informations connues de tous, les deux modèles dont vous avez parlé ne sont plus en production. Donc je ne peux rien vous dire de plus. Other questions for Siobhan on the files she covers? Yes, go ahead.
Thanks, Eddie Wax from Euractiv. We interviewed the Irish foreign minister who says that Le ministre des Affaires étrangères irlandais nous a dit que vous envisagiez tous ensemble d'arriver à des paquets, à des trains de sanctions confectionnés différemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Où en sont les réflexions à la Commission? Quelles seraient ces nouvelles modalités pour préparer ces sanctions? Peut-être quelque chose de plus réduit plutôt que qu'une approche sectorielle globale. Alors, on est jeudi. Mais le 21e train n'a été adopté qu'il y a une semaine et nous voudrions donc nous concentrer maintenant sur la mise en œuvre de ce 21e train de sanctions. Nous ne ferons aucun commentaire sur des propos tenus par d'autres dirigeants. Donc, concentrons-nous sur la teneur de ce 21e train de mesures qui est important. Mesures commerciales, énergie, qui devraient impacter très fortement les sources de recettes russes. Autre question? Est-ce qu'il y aura un 22e train de sanctions contre la Russie, mais qui suivrait toujours la même philosophie, la même approche? Bien essayé, Eddie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous continuerons à exercer une pression maximum sur la machine de guerre russe, comme nous l'avons toujours fait et que nous continuerons à faire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous ajouterez d'autres individus à la liste des sanctions? Est-ce que vous allez pouvoir imposer des sanctions à d'autres actifs de l'économie russe dans le cadre de cette guerre d'agression contre l'Ukraine? Merci de ces questions combinées. Alors, je crois que c'est pour Anouar, parce que l'inscription sur la liste, c'est une compétence du SEAE. Toujours est-il que nous n'annonçons jamais au préalable les sanctions, nous n'allons pas non plus le faire dans le cas d'espèce. Alors, il n'y a pas d'autres demandes d'intervention à l'adresse de Shivan. Question à distance. Momchil. Depuis la Bulgarie, malheureusement, le son s'améliore. Alors, il y a eu adoption du budget en Bulgarie, déficit de 5,7%. Et il y aurait donc ouverture d'une PDE. La Commission pourrait-elle réagir aux dernières évolutions? Malheureusement, le son n'était pas suffisant pour un travail d'interprétation de qualité. Il s'agit du budget de la Bulgarie, c'est bien cela? Adoption par le Parlement bulgare du budget, c'est de cela dont il s'agit? Alors, nous suivons la situation de près et en effet, après analyse, nous nous sommes rendus compte que si l'on suivait ce cap, cela déboucherait sur une croissance nette des dépenses plus élevée que prévu. Donc nous allons suivre de très près la situation, notamment dans le cadre du semestre d'automne. Et c'est à ce moment-là, en novembre, que l'on réfléchira à la situation en matière de PDE. Donc, on suit le dossier de près et l'on vous en dira davantage dans le courant de l'automne. Merci, Balázs. Question de Verena. Sophie, actually, apologies. Yes, Verena. Okay, thank you. I have a question for Jamal, the AI factories.
Nous sommes désolés, mais le son n'est pas d'une qualité suffisante pour permettre l'interprétation. Gigafactory. Can you explain what they needed to commit to in terms of financial commitments in order to be part of this tender process? I'm asking with the background that Austria expressed interest last year, but is now not part of the participating member states. Apparently, those rules were changed last year. Why so? Thank you. Thomas. Thank you. Hello, Verena. So, the funding structure for La structure de financement pour ces giga-usines, c'est un partenariat privé-public 50-50, un tiers de fonds publics, 2 tiers fonds privés supplémentaires pour donc garantir le financement de ces giga-usines. Et pour le public, c'est 50-50 UE national. Donc 18 États membres se sont engagés pour arriver à ce financement 50-50 pour la partie argent public. J'espère que c'est plus clair. D'autres questions sur les gigafactories? Maria. Merci. Le calendrier. Je n'ai pas pu assister au briefing technique. Est-ce que vous pourriez revenir plus précisément sur les pays concernés? Comment vont faire les pays? Ils vont présenter un dossier sur base d'une procédure un peu particulière? Bon, l'appel est ouvert jusqu'au 12 novembre. Nous voulons attirer les investissements privés nécessaires. Pour les États membres, nous savons déjà que 18 États membres veulent participer ou héberger une des 7 giga-usines. Il peut s'agir d'un projet concernant un seul pays ou plusieurs pays. Par exemple, la Grèce pourrait participer seule ou avec d'autres États membres pour pouvoir héberger une de ces usines. Ensuite, nous allons choisir les 7 pays dans lesquels on retrouvera ou on construira les 7 gigafactories. Ensuite, pendant 18 mois, les États membres pourront déployer la phase 1. Donc, sélection début 2027 et puis mise en application ensuite. Est-ce que l'Union et ses États membres auront suffisamment d'électricité et d'eau pour faire fonctionner ces usines en Europe? Est-ce que ce sont des paramètres qui ont été pris en compte dans les projets? Oui, c'est une question pertinente. C'est le critère de durabilité qui est un des critères fondamentaux. Il est évident que nous ne pourrons y parvenir qu'en étant durables. Ce sont donc des facteurs qui seront pris en considération. Questions on this topic? No other questions for Thomas. Go ahead. Many questions for Thomas. You're earning your holidays. Beaucoup de questions s'adressent à Thomas. Une question. Enquête concernant Hugging Face pouvant générer des images non sollicitées de femmes en France. La ministre a informé la Commission. Est-ce que vous avez bel et bien été informé? Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous entendez procéder puisqu'il y a un omnibus IA qui est entré en vigueur il y a de cela quelques jours et qui interdit ce genre de choses? Est-ce que vous pourriez m'expliquer et me dire si la Commission est disposée à prendre des mesures à ce sujet? Alors, nous n'avons pas compris le début de votre intervention. Ça concerne une enquête. Oui, c'est une ONG qui a publié les résultats d'une enquête sur
Hugging Face qui héberge des outils permettant de générer des images non consenties de femmes et d'enfants grâce à l'IA. Alors, les outils de l'IA qui génèrent du matériel pédocriminel ou qui génèrent des images de femmes contre leur volonté, ces outils n'ont pas leur place en Europe. Nous n'allons jamais le tolérer. Nous avons des règles en la matière, le DSA notamment. La Commission veillera à son application. Alors, s'agissant de ce rapport, en effet, nous en sommes conscients. Nous allons nous intéresser aux constatations pour envisager des mesures, mais sachez qu'en Europe, cela ne peut être toléré. Question suivie. Mais est-ce que vous avez été informé par la haute commissaire aux droits de l'enfant en France, parce qu'elle dit vous avoir informé? Et est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez faire? Est-ce qu'il va y avoir ouverture d'une enquête? Parce que l'omnibus interdit ces outils. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que nous sommes en contact? En effet, nous sommes en contact avec toutes les parties concernées. Voilà pour répondre à votre première question. Quant à la suite des opérations, deuxième question. Nous avons une échéance le 2 août. Nous aurons alors des pouvoirs d'exécution dans le contexte de l'IA, mais également dans tout ce qui concerne le volet interdiction. Lorsque l'on a un modèle IA et lorsque l'on est certain que cela n'a pas sa place en Europe, que cela va à l'encontre des droits fondamentaux, cela relève des interdictions qui pourront entrer en vigueur au 2 août. Donc oui, nous prendrons des mesures lorsque cela se révélera approprié. Merci. Y a-t-il d'autres questions à l'adresse de Thomas? Je vous en prie. Merci. Question de suivi très courte. Je ne suis pas experte en la matière, mais vous avez dit que vous seriez prêt à prendre des mesures. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi pourraient ressembler ces mesures au titre du texte législatif sur l'IA? Merci, Sarah. Vous connaissez bien le DSA. Donc, on a, au titre du texte législatif sur l'IA, des mesures semblables. Les collègues sont en contact avec un grand nombre d'entreprises. On est en discussion avec les développeurs d'IA. Ces discussions vont se multiplier et puis nous avons différentes solutions, enquêtes pouvant déboucher sur des amendes ou autres. Donc là, vous pourrez tirer un parallèle avec les autres actes législatifs que vous connaissez parfaitement bien. Merci. Et la compétence, elle appartient à la Commission. Alors là encore, il y a compétence partagée avec les États membres, comme au titre du DSA, 27 autorités de surveillance de marché des États membres qui vont être en mesure de superviser la situation, de prêter main forte à la Commission, et vous avez la Commission qui est chargée d'appliquer à l'égard des fournisseurs de modèles IA. Donc, compétences partagées, États membres, Commission. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'adresse de Thomas? Hi, Rebecca Golandi from Carbon Pulse. I was wondering if the Commission has done some studies on. Est-ce que la Commission a essayé de voir l'électricité qui sera nécessaire pour ces gigafactories? Est-ce que la Commission, par ailleurs, entend empêcher ces développeurs d'utiliser le gaz naturel pour le fonctionnement de ces gigafactories, comme c'est le cas aux États-Unis? Il y aura forcément des études à ce propos pour la puissance de calcul. Nous avons déjà 19 usines, mais avec ces gigafactories, c'est d'avoir 4 fois plus de puissance de calcul. Et le critère de durabilité est essentiel à nos yeux. On ne parviendra à l'objectif qu'en étant durable. Donc, pour les études, je peux vous envoyer les résultats par bilatéral si vous le souhaitez. Alors, sur ce sujet, autre question. La Commission nous parle de la souveraineté technologique, mais elle a
signer des accords avec des fournisseurs américains, alors comment faire en sorte que nous n'accroissions pas notre dépendance vis-à-vis de fournisseurs américains? Mais il y a cet appel d'aujourd'hui. En plus, 3 mémorandums ont été signés avec des entreprises américaines et il s'agit de garantir l'habilitation qui nous permet d'obtenir certains composants, notamment les semi-conducteurs. Pourquoi? Parce que quelle est la réalité en Europe pour l'instant? Nous ne produisons pas ces puces avancées qui sont indispensables pour avoir la puissance de calcul nécessaire. Nous avons 2 phases qui sont prévues pour déployer ces gigafactories. Et donc, si nécessaire, nous travaillerons, nous collaborerons avec des pays affinitaires. En phase 2, et ça c'est important, progressivement nous sommes prêts à intégrer les alternatives de software et de hardware de ces fournisseurs avec les solutions trouvées en Europe. Merci. Autre question sur ce sujet? Non. Autre question alors pour Thomas. Hi, Thomas. Oh, okay, I think it's working. Follow-up from Angela Scugins from Euronews. Follow-up from Tuesday. Mardi, il a été dit que l'Italie n'avait pas de temps à perdre concernant les 4,9 milliards d'euros. Est-ce que la Commission peut se positionner et qu'en est-il de l'impact sur les États membres en première ligne qui ont besoin aussi de fonds SAFE, surtout après l'incursion d'un drone en Pologne la nuit dernière? Alors peut-être pourrais-je préciser mes propos de mardi. C'est nous qui n'avons pas de temps à perdre et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps avec les reliquats. Alors vous avez fait référence à ce qui s'est passé récemment en Pologne. On pourrait ajouter la Roumanie, la Lettonie et d'autres. La réalité, quelle est-elle? Nous avons des États membres en première ligne qui sont exposés à des menaces au quotidien et qui ont peut-être besoin, y compris l'Ukraine, qui ont peut-être besoin de fonds supplémentaires pour pouvoir se défendre et pour garantir la sécurité de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle le volet temps est particulièrement important. Si nous avons des reliquats au titre de SAFE, alors il faut peut-être lancer un deuxième appel instrument SAFE d'ici à la fin de l'année. On ne peut pas attendre décembre pour savoir quelle somme il reste à ventiler entre les pays en première ligne. Alors, il y a des États membres qui n'ont pas encore signé de convention de financement, mais il faut le faire de toute urgence. C'est important pour nous, pour notre sécurité, pour l'Ukraine et pour les États membres en première ligne. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions relatives à SAFE? Toujours à propos de SAFE. Est-ce que vous avez reçu des réactions du gouvernement italien après que vous ayez demandé un peu plus de clarté? Et puis, autre question concernant le décret sur la reconnaissance biométrique, discussion qui a lieu en Italie. Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités italiennes? Est-ce que cela cadre avec le texte législatif sur l'IA? 2 questions donc. Tout d'abord, SAFE. Il n'y a pas eu d'autres échanges bilatéraux entre la Commission et le gouvernement italien depuis mardi. Je serai catégorique, nous n'avons pas besoin d'échanges bilatéraux supplémentaires, on a besoin d'une convention de financement signée. Quant à l'acte législatif sur l'IA, la reconnaissance faciale dans les espaces publics est une pratique interdite au titre du texte sur l'IA. Et c'est applicable depuis l'an dernier et cela devra s'appliquer d'ici la fin de l'année. Nous ne voulons pas, avec l'IA, une surveillance policière alors que nous nous déplaçons au quotidien dans des espaces publics. C'est une interdiction très claire. Quant à la question italienne, je ne dispose pas de tous les éléments, donc impossible de
me prononcer, mais je tenais quand même à rappeler quel est le contexte général du texte sur l'IA. Et si vous avez des questions spécifiques, on pourrait y revenir. Y a-t-il d'autres questions à l'adresse de Thomas? Anupri. Yes, hi, thank you. I have two questions. En fait, j'ai deux questions qui s'adressent à Thomas. Est-ce que la Commission envisage de désigner ChatGPT après des rapports concernant le dépassement du montant autorisé? Et puis, autre sujet, est-ce que la Commission est en contact avec le département du commerce américain pour l'enquête 301? Alors, qui peut répondre? Pour le premier point, nous n'allons pas anticiper sur ces désignations, mais ChatGPT et Roblox, c'est vrai, ont dépassé le seuil prévu par le DSA. Donc, oui, c'est possible. La Commission étudie cette possibilité. Et puis, pour ce qui est de votre deuxième question, peut-être qu'Olof pourra y répondre. Quoi qu'il en soit, le dialogue se poursuit avec nos homologues américains. Visiblement, Olof n'a rien à ajouter. Autre question pour Thomas aujourd'hui? Non? Max, alors. Thank you. Do you hear and see me? Merci. See you again. Today connection is a bit bizarre. It's a mix of agriculture and foreign affairs, I think. It's related to attacks in the Black Sea. Il s'agit de la mer Noire et du commerce. Step up in attacks, especially given it's important for security for both Russia and Ukraine's. Nous savons que les exportations de céréales sont essentielles pour l'Ukraine et passent par la mer Noire. Est-ce que quelque chose a été prévu? Alors, j'essaie de voir qui pourrait vous répondre. Olof, Anouar? He's not appearing, so I guess more for Anwar. Let's see. Hey, thanks for the question. So I will refrain from commenting in terms of. Je ne ferai aucun commentaire à propos des dernières attaques, dans la mesure où la situation est particulièrement volatile. Vous imaginez bien que je ne pourrai pas vous dire grand-chose dans la mesure où certaines de ces attaques sont en cours. Mais c'est vrai que vu les derniers événements, une chose est claire, la Russie, une fois de plus, tente de semer la menace et la terreur en mer Noire, en mettant la pression sur la liberté de navigation et en remettant en cause la sécurité pour des milliers de pays. Or, ce sont ces pays qui ont tant besoin de ces importations de denrées alimentaires. La Russie n'a cessé d'attaquer les infrastructures qui sont indispensables pour la sécurité alimentaire, montre bien le problème. Donc, on le sait, depuis le début de la guerre, la Russie a toujours tenté d'instrumentaliser ces infrastructures qui sont essentielles pour ses exportations. Olof peut peut-être revenir sur ce que nous avons déjà fait pour protéger ces voies d'exportation.
Tout d'abord, merci de la question. Pour compléter ce qu'a dit Anwar dans la perspective géopolitique, d'un point de vue purement commercial, la Commission, au nom de l'Union, depuis le début de la guerre, a pris des mesures pour soutenir les capacités de défense de l'Ukraine et pour soutenir directement l'économie ukrainienne, mais également pour aider son économie en permettant la poursuite des exportations agroalimentaires, le secteur agroalimentaire étant un secteur important en Ukraine. Alors, rappelez-vous, en raison de la guerre d'agression, les trajets, le commerce en mer Noire était mis en danger et nous avons mis en place des corridors terrestres pour garantir la poursuite de ces flux commerciaux. Donc, au-delà de ce que disait Anwar, nous sommes aux côtés de l'Ukraine, nous y restons et nous trouverons toujours des moyens créatifs et effectifs pour soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Et il est évident que nous continuons à évaluer l'impact des derniers événements sur les marchés. Autre question pour Anwar? Non. Mosé, si votre question s'adresse à Anwar. Oui. Une question à propos des affaires étrangères et le conflit au Proche-Orient. La situation se détériore en Cisjordanie, vu le cercle vicieux de la violence. Aucune réunion des ministres des Affaires étrangères n'est prévue dans un avenir proche. Alors, est-ce que le SEE et Mme Kallas ont prévu de s'adresser à la presse éventuellement ou d'avoir des rencontres pour débattre de l'évolution de la situation? Ensuite, à propos des élections qui seront organisées en Israël en octobre, mais également du côté palestinien en novembre. Ces élections risquent d'être entachées de manipulation et de désinformation. Est-ce que l'Union peut envisager une mission d'observation des élections pour vérifier la tenue et le déroulement des élections? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce qu'on pourrait imaginer d'organiser une telle mission? Anwar. Merci Mosé de cette question. En termes de calendrier, la prochaine réunion sera le Gimni, qui aura lieu donc fin du mois d'août, début septembre. Ceci n'empêche que nous suivons de près l'évolution de la situation et que nous sommes toujours prêts à agir en fonction de l'évolution de la situation. Donc, nous restons vigilants et nous restons totalement opérationnels. Et ce, peu importe que nous soyons en période de vacances. Donc, maintenant, les élections en Israël et celles organisées par l'autorité palestinienne, je ne voudrais pas anticiper à ce stade. S'il devait y avoir quelque chose à dire, ce sera dit en temps utile. Mais je reviens quand même sur les élections législatives annoncées par l'autorité palestinienne. Nous, dans l'Union, nous avons toujours soutenu la tenue d'élections législatives qui sont indispensables au processus d'établissement d'un État stable.
Bien, autre question pour Anouar et donc dans le domaine des affaires étrangères. Alors, autre question, beaucoup. On a encore 10 minutes. Voilà. Yeah, it works. Thank you, Valentina Vassilieva, TVP Votak. My question is for Guillaume, I guess. Question à l'adresse de Guillaume, me semble-t-il. Fernand Kartheiser, au Parlement européen, a indiqué que des fonctionnaires européens insisteraient auprès de l'Arménie pour imposer des sanctions à l'égard de la Russie et pour imposer une obligation de visa si l'Arménie adhérait à l'Union. Donc, obligation d'introduire un visa pour les Russes. Est-ce que vous en avez discuté avec des représentants d'Arménie? Est-ce que c'est possible? Quelle serait votre réaction? Merci. Guillaume est en train de me rejoindre. On ne commande pas des commentaires. Aux Arméniens de décider s'ils veulent adhérer à l'Union et les négociations auront lieu par la suite. Guillaume. Alors en effet, s'agissant des discussions d'adhésion, il est important de signaler que l'Arménie est plus proche que jamais de l'Union. Nous avons eu un premier sommet UE-Arménie il y a de cela quelques semaines et cela a été un franc succès. On a une excellente coopération dans le cadre du plan croissance-résilience, les missions de partenariat. L'Arménie a décidé également d'aller encore un peu plus loin en adoptant sa proposition législative UE. Et en matière d'adhésion, nous avons une procédure basée sur le mérite et cela exige également une demande officielle émanant d'un pays aspirant à être candidat. Donc on travaille aux côtés de l'Arménie pour rapprocher l'Arménie de l'Union. Nous avons différents axes de travail, connectivité, commerce et autres. D'autres questions à l'adresse de Guillaume? Je vous en prie. Je ne sais pas très bien à qui s'adresse ma question en réalité. Une question quant au SEAE. Eh bien, Guillaume est aussi Marcus. Statut du système entrée-sortie. Parce que les voyageurs cet été nous ont dit que les retards sont importants dans certains aéroports. L'industrie a également demandé une flexibilité jusqu'à septembre, octobre, donc parce que là, c'est une période de pic. Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que cette dérogation va être prolongée? Alors, je crois que c'était une question qui avait été posée par écrit avec délai demain, mais peut-être que Guillaume va pouvoir répondre d'ores et déjà. Un petit rappel, le système entrée-sortie. Système de contrôle numérique à la frontière pour les ressortissants non UE qui franchissent notre frontière quand ils entrent et quand ils quittent l'Union. Cela ne s'applique pas aux ressortissants de l'Union. Et l'avantage de ce nouveau système pour l'Union, l'avantage est évident parce que cela renforce la sécurité des citoyens, cela évite que l'on ne tamponne des papiers et on perçoit déjà des avantages très clairs en matière de sécurité. Cela étant dit, l'on ne ménage pas nos efforts pour limiter l'impact de ce système sur les voyageurs hors UE, parce que parfois, en effet, l'impact est limité. Le système entrée-sortie, c'est 1500 points de frontières, 29 pays, 110 millions d'entrées et sorties enregistrées. 44 000 refus d'entrée, 1100 individus représentant une menace pour notre sécurité intérieure. La Commission
est en contact permanent avec les États membres pour en effet contribuer à relever le défi de la mise en place de ce système entrée-sortie et ces efforts vont se poursuivre autant que faire se peut. Alors Marcus l'a expliqué à plusieurs reprises, les règles sont assorties de flexibilité, de solutions de repli pour faire face à des situations exceptionnelles. Il est notamment possible, dans certains cas, de suspendre de manière provisoire l'enregistrement paramétrique, là encore, lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, durant l'été par exemple. Donc nous sommes en contact étroit avec les États membres concernés, ceux qui se sont dit préoccupés et qui nous l'ont signalé. On va essayer de voir quelle est la nature des défis à certains points frontières. Voilà ce que l'on peut vous dire. Bien entendu, nous sommes prêts à aider ces États membres, à leur fournir une aide supplémentaire pour régler les différentes questions qui se posent. Y a-t-il d'autres questions à l'adresse de Guillaume ou Marcus? Cela n'est pas le cas. Autre question, je vous en prie. Gerardo from Politico. Topic dear to you, Arianna. Competition. Un cas de concurrence. Le commissaire a menacé d'une enquête concernant la FIFA. Le traité prévoit que les règles du sport sont soumises aux règles de l'Union lorsqu'elles ont un impact économique. Alors, quel serait le rôle de l'Union dans ce dossier Infantino? Alors, je ne sais pas qui va répondre. Il y a l'aspect concurrence, évidemment. C'est Shivan, de toute façon, qui remplace Ricardo cette semaine. À propos de la FIFA, oui, c'est vous qui avez posé la question. Je vous rappelle ceci. Nous avons entendu parler de ces derniers événements et déclarations. Nous suivons le fonctionnement du marché en vue de détecter des lacunes ou des infractions aux règles de concurrence. Si cela devait être le cas, c'est la procédure normale qui s'appliquerait. Mais pour l'instant, nous suivons de près la situation. Autre question? Oui, mais les aspects opérationnels. Le commissaire au sport a-t-il consulté les autres membres du collège, par exemple la commissaire Ribera? Parce qu'il dit que dans le cadre de ses compétences, la Commission pourrait initier une enquête. Donc, quelles sont ses compétences? Bon, on n'a pas l'habitude d'afficher les discussions internes, c'est le collège. Le commissaire représente le collège. Le commissaire Mikalev a insisté sur la responsabilité en matière de sport. C'est tout d'abord une compétence nationale. Nous intervenons en appui. Le sport s'inscrit dans le tissu de nos sociétés. Mais de toute façon, la Commission défend un modèle de sport qui est unique à plusieurs titres. Mais les organisations sportives fonctionnent comme des entreprises. Si c'est le cas, elles sont soumises aux règles comme les autres entreprises. Donc, nous suivons cela. S'il devait y avoir une plainte officielle, nous agirons, mais à ce stade, pas d'autres commentaires. Oui, alors... Je ne sais pas qui s'adresse cette question, mais Eurostat vient de publier un chiffre disant que 27,5% d'Européens ne peuvent pas s'offrir une semaine de vacances, ce qui représente une augmentation de 5% par rapport à l'année dernière. Est-ce que la Commission a une réaction?
parce qu'on voit aussi des écarts très marqués entre les pays. Donc, si j'ai bien compris, Eurostat, c'est un service de la Commission. Je ne peux pas de toute façon répondre en son nom, mais quoi qu'il en soit, Banache pourrait revenir sur les chiffres. Mais si c'est la politique, c'est plutôt Eva qui est compétente. Eva n'est pas là, c'est Anna Kaiser. Bon, on a pratiquement terminé ce point de presse. Je préférerais donc Anna Kaiser vous répondre en bilatéral. Bon, alors, encore une question. Oui, je vous en prie, là, dans le fond. Thank you, Sacha from NHK, the Japanese public TV station. I think it goes to Anna Kaiser. Alors, cela s'adresse à Anna Kaiser. Est-ce que vous pourriez nous faire le point sur la réaction aux incendies? Est-ce que la Grèce a mobilisé le mécanisme de protection civile de l'Union? La Grèce n'a pas encore demandé que l'on active le mécanisme de protection civile de l'Union, mais peut-être pourrais-je faire le point sur le soutien qui a été apporté à la France et à l'Espagne. Et j'aimerais passer au crible la liste pour être bien certain que vous disposiez tous des mêmes informations. Pour la France, de RescEU, 2 bombardiers, 2 hélicoptères, et puis s'ajoute à cela un Canadair, 2 hydravions légers d'écopage de Suède, une équipe technique avancée, là c'est mécanisme protection civile, donc une équipe technique de Suède, agent de liaison de la Commission, 2 hélicoptères d'Allemagne, 2 bombardiers d'eau légers de Turquie, 1 bombardier léger du Luxembourg, 80 pompiers prépositionnés de Roumanie, 20 pompiers prépositionnés de Slovaquie. Voilà s'agissant de la France. S'agissant maintenant de l'Espagne, de la flotte RescEU, 2 Canadair qui viennent de Grèce, 2 Canadair d'Italie et du mécanisme de protection civile, pas de la flotte UE, 2 bombardiers d'eau légers de Turquie, 134 personnes et 41 véhicules du Portugal, un hélicoptère de Serbie, 40 personnes et 19 véhicules de Serbie également, 40 pompiers prépositionnés des Pays-Bas, 40 pompiers prépositionnés de Bulgarie et 105 pompiers prépositionnés de Pologne. Voilà comment se présente la situation à l'heure actuelle en France et en Espagne. Pour la Grèce, nous n'avons pas encore reçu de demande de mobilisation du mécanisme de protection civile. Bien entendu, l'on suit la situation de très près et si demande devait être faite, nous serions disposés à agir. Merci Anna Kaiser. Alors je vois qu'il y a encore une demande d'intervention. J'avais dit que ce serait la dernière. Très vite, parce que cela fait plus d'1 heure. Donc, question rapide, réponse rapide. Les incendies de forêt. L'Ukraine a accès aux bombardiers, aux avions les plus solides. Est-ce que vous avez demandé de l'aide à l'Ukraine? L'Ukraine appartient au mécanisme de protection civile de l'Union et donc si une demande est formulée, bien entendu, l'on s'efforce au maximum de répondre à cette demande. Donc, l'Ukraine fait partie du mécanisme. Donc, tout dépend de la nature des demandes qui nous parviennent. Merci, nous en avons ainsi terminé de ce rendez-vous de midi. Merci de votre participation, merci aux interprètes, merci à l'ensemble des collègues. Reprise mardi à l'occasion du prochain rendez-vous de midi, mais bien entendu, l'on est à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via les canaux habituels. Bon après-midi. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Pour faire vivre la chaîne et partager votre avis, vous pouvez liker ou commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et infos politiques. À très bientôt sur IFP.